Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une vidéo que j'avais très hâte de faire, c'est-à-dire ma vidéo thématique du mois de décembre, les livres qui parlent de livres ou Books About Books. Et si vous ne croyez pas que j'avais vraiment hâte de la faire, vous n'avez qu'à écouter ma voix, qui n'est clairement pas à son meilleur. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit le mieux possible, le plus vite possible. Et ceux qui savent ce que ça implique comprendront. Donc, s'il y a des gens qui sont ici pour la première fois puis que vous trouvez que je suis pas très animée et que je suis un petit peu palote, c'est parce que je suis un peu malade. Habituellement, j'ai un petit peu plus d'énergie que ça. Alors, les livres qui parlent de livres. C'est une thématique fort large et comme dès que je vois qu'un livre parle de livres, ben je lis. J'en ai lu, là, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc, dans cette vidéo-là, ça va être impossible de vous parler de tous les livres qui parlent de livres que j'ai lus, ça se peut pas. J'ai donc choisi mes préférés ou ceux qui abordent le thème de façon un petit peu différente. Puis je vais être honnête, en fait, si je m'en rappelle, ça veut dire que j'ai pas nécessairement besoin de faire tant de recherches pour vous en parler. C'est bon signe habituellement, non? J'ai également réfléchi, parce que oui, ça m'arrive, puis étrangement, quand je réfléchis toute seule, ça a toujours l'air beaucoup plus intelligent que quand je le dis en vidéo. Mais bref, j'ai pensé pour vrai à l'angle sous lequel j'allais aborder cette vidéo-là. Donc, finalement, j'ai pas réussi à en trouver juste un. Il va en avoir 3 et demi. Aujourd'hui, le thème, ça va être vraiment les livres où il y a des livres dedans, où la littérature a vraiment une grande place et où elle influence vraiment les protagonistes de l'histoire. La deuxième partie, ça va être les réécritures. J'ai vu des tas de vidéos sur les réécritures de contes. J'en ai lu beaucoup il y a plusieurs années, mais maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est les réécritures de classiques ou les réécritures de mythes. Donc, il va y avoir quelques contes, mais surtout des classiques puis des mythes. Et la troisième partie, ça va être des livres qui traitent d'auteurs ou qui traitent de personnages de d'autres livres. Donc, intertextualité, power. C'est là où je vais vous parler de toutes mes osténeries que j'ai pu lire au cours des années. Et le ennemi, c'est que je vais faire une vidéo spéciale roman québécois sur tous ces thèmes-là. Je voulais pas qu'il se noie dans tout ça, fait qu'il va y avoir une petite vidéo spéciale. Bon, ça sera pas demain matin, là, je les tournerai pas toutes aujourd'hui. Ça m'a déjà pris assez de temps, tout sortir les livres. Et cette partie va être suffisamment longue comme ça. Donc, ça serait mieux si j'arrêtais de parler, n'est-ce pas? Le premier roman, ou plutôt la première série dont je vais vous parler, c'est la série de Jasper Fforde qui commence par l'affaire Jane Eyre et il y a 5 tomes dans cette série-là. Moi, j'ai trouvé ça jubilatoire. Il ne peut pas avoir plus livre à propos de livres que ça. Pour vous expliquer un peu le contexte, nous sommes dans un univers alternatif en 1985 à Swindon, en Angleterre, et il existe une brigade littéraire, c'est-à-dire des gens qui peuvent entrer à l'intérieur des livres pour résoudre des mystères ou régler des problèmes. Parce qu'ils chicanent ces petites bêtes-là à l'intérieur des livres. Certains trucs sont tellement hilarants. Bref, dans celui-là, Jane Eyre a été kidnappée parce qu'il y a un méchant qui s'appelle Hadès qui semble déterminé à perturber l'histoire. Donc, dans celui-là, c'est cette enquête-là et on rencontre Thursday Next qui est enquêtrice et qui peut aller, entre autres, à l'intérieur des livres. C'est bourré de références, c'est drôle. Celui-là, c'est Jane Eyre, mais il y en a un où on rencontre Hamlet qui, oh mon Dieu, il est hilarant. C'est une caricature de lui-même. Le troisième tome, celui que les gens aiment peut-être un peu moins, ça parle des trames de narration. Ce sont les livres oubliés, les livres qui n'ont pas été finis. C'est top. Sincèrement, cette série-là, c'est une de mes chouchous. Quand je vais faire ma vidéo livre préférée, vous allez voir, vous allez la revoir. Autre roman que j'ai beaucoup aimé, qui parle aussi de lecture, mais de façon différente, on va parler du Liseur de Bernard Schlink. Dans ce roman-là, on va rencontrer le jeune Michael, 15 ans, qui va faire la connaissance d'une femme de 35 ans qui est fort mystérieuse et qui s'appelle Anna. Et pour une raison qu'on va comprendre assez rapidement, il va lui faire la lecture et il va se passer pas mal d'autres choses aussi. Oui, 35, 15, oui, je sais. Et plusieurs années plus tard, il va revoir dans un autre contexte cette Anna et découvrir qui elle était vraiment. Ce jeune homme qui est devenu adulte va essayer de comprendre un peu ce qui est arrivé à Anna et comment le secret qu'il a découvert a bien pu influencer sa vie. Moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très bien écrit et je trouvais qu'il décrivait quand même très bien la perte de l'innocence et le fait qu'on ne sait pas qui sont les gens et par quoi ils ont pu passer pour les amener là où ils sont rendus. Ça excuse pas, mais des fois, on comprend pas. On comprend pas. Mais quand même, il fait réfléchir. Il y a eu un film aussi, hein? Oui, il me semble qu'il y a eu un film. Un autre livre qui parle de livres de façon un peu différente, on a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. On est en science-fiction et notre personnage principal est pompier. Sauf que dans cet univers-là, les pompiers n'éteignent pas les feux, les pompiers
brûlent les livres parce qu'ils veulent voir disparaître et la littérature et la mémoire. Son univers va être bouleversé quand il va rencontrer une jeune fille qui a à peu près 17-18 ans, qui, elle, n'a pas peur et qui souhaite se souvenir. Donc, c'est de ça que ce roman va parler. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il est court, même si c'est Ray Bradbury, puis ça se lit tout seul. Un roman que j'aime énormément d'un auteur que j'aime énormément, Le nom de la rose d'Umberto Eco. C'est un roman qui se passe dans un monastère en 1327 et on a appelé un ex-inquisiteur pour essayer de comprendre pourquoi il y a un moine qui s'est tiré par une fenêtre. On est dans une époque où la chrétienté est vraiment bouleversée. On se chicane sur des mots, sur des dogmes, sur la signification de certains trucs. Et là-dedans, même si c'est une enquête policière, c'est un roman qui est très, très érudit. Il y a une magnifique bibliothèque et il est quand même question de livres. Moi, j'ai adoré les discussions philosophiques. Des fois, je trouvais ça limite drôle. Les bouts en latin, si vous comprenez pas, là, c'est pas grave, vous les passez. Mais c'est un auteur qu'il faut découvrir et celui-là, l'image de cette bibliothèque-là, c'est... Je vais aussi vous parler d'une toute petite nouvelle de Edith Wharton qui s'appelle Xingu. C'est minuscule, comme vous pouvez voir, mais c'est un petit bijou d'ironie. On est donc dans un genre de précieuse ridicule américaine. C'est un club de lecture et tout le monde se pète les bretelles en disant des stupidités sur des romans, genre comme moi des fois. Et soudain, l'une de ces dames qui semble en avoir son voyage va demander à l'auteur « Mais que penses-tu de Xingu? » Je vous dirai pas c'est quoi, là, mais sincèrement, c'est hyper drôle. Si vous tombez dessus, là, lisez-le. C'est tellement ça. Dans ce roman-ci, sous les couvertures de Bertrand Guillot, il y a certes des livres, mais c'est abordé d'une toute autre façon. Nous sommes donc dans une librairie après la fermeture et les romans de stock paniquent parce que les nouveautés sont arrivées. Donc, ça va être elles qui vont être installées devant les étalages et ceux qui ont vécu un peu de vie vont se retrouver derrière, voire même scrappés. Nous aurons donc une révolte des livres. C'est hyper original, c'est drôle et on a quand même une critique du monde de l'édition et du fait que ça va très très vite. Donc, c'est pas un roman qui est long. Ce type de truc plaira pas à tout le monde, mais moi qui aime les livres, là, j'ai jubilé. Dans Balzac et la petite tailleuse chinoise, on parle également de livres. J'avoue que c'est un roman que j'aimerais relire maintenant. Vu qu'il s'agit d'une jeune chinoise dans les années 70 qui découvre la littérature occidentale, je ne sais pas avec quel regard j'avais lu ça, mais j'avais beaucoup aimé. Donc, années 70, Chine de Mao, on a des gens qui doivent être rééduqués parce que imaginez-vous qu'ils sont nés de parents médecins, ils sont allés à l'école, c'est mal, c'est pas bien. Donc, ils sont envoyés dans un village en quelque part et un jour, on va découvrir des livres. C'est interdit, mais les gens vont quand même se laisser emporter par la littérature et il y aura des séances de contes qui les plongent dans un univers un peu irréel, un peu magique. Mais bien entendu, c'est dangereux parce que tout est contrôlé. D'un jour à l'autre, ce qui est réac, ce qui est réactionnaire peut varier. Réac en Chine de Mao et réac maintenant, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. On a donc un conteur Luo qui veut transformer la petite tailleuse chinoise en quelqu'un d'autre par la littérature. Il va en effet l'éveiller à quelque chose de très beau, mais il y a un côté extrêmement ironique dans la fin de tout ça qui nous montre que quand même, dépendant d'où on vient, dépendant de notre culture, on ne trouvera pas du tout la même chose dans la littérature et dans les romans. Et cette finale-là m'avait quand même vraiment plu. J'ai ici un roman qui est extrêmement érudit, qui est pas facile à lire et qui est pas pour tout le monde. Et je dis pas ça d'un point de vue élitiste, là, pas du tout. C'est que ce genre de truc qui est très très lent, qui est rempli de poèmes, qui nous fait voyager dans le passé. Et oui, il y a des longueurs, même moi je le dis, là, il y a certaines longueurs dans ce roman-là. On s'entend, moi j'ai aimé ça. Mais quand même, il est vraiment laid, hein, ce livre-là. Il est vraiment laid, mais c'est parce qu'il y a eu un film. Puis ils ont pris le... Excusez, c'est vraiment horrible. Si je trouve une autre édition, croyez-moi, je vais changer. On a donc 2 étudiants à l'université, je pense au doctorat, quelque chose comme ça, très érudits et qui ne se prennent pas pour n'importe qui font des recherches sur 2 poètes victoriens. On a donc un jeune homme qui est spécialiste du poète Randolph Ashe et une jeune femme qui, elle, est spécialiste et descendante de Christabel Lamotte, qui était la poétesse des fées. Et il y a certains indices qui semblent leur faire croire que les 2 poètes aient été liés. On va les suivre dans leurs recherches. On va découvrir avec eux les lettres, les poèmes, les séances de spiritisme. L'écriture est très belle, peut-être un peu trop travaillée, ouais. Genre un peu soigné. Il faut aimer ce genre de roman-là. Mais j'aime ça, faire des recherches, j'aime ça, fouiller dans le passé. Donc, vous pouvez vous imaginer que
ça m'a plu. Le prochain roman dont je vais vous parler, ça a été un méga coup de cœur pour moi. J'ai adoré ce truc-là. Et c'est Les Maîtres de Glenmarquis de Jean-Pierre Holl. Oui, il est magané, j'ai écrit dessus, je sais pas pourquoi. On est donc avec deux personnages principaux. Marie, qui est dans son manoir familial en Écosse et qui recherche le trésor de son fabuleux ancêtre Thomas Lockhart et qui est mort de rire. C'est pas une joke, il est mort à rien. Et d'un autre côté, on a une librairie à Edinburgh, où nous rencontrons Ebenezer Crooke qui semble aussi lié à Lockhart et qui fait lui ses recherches dans la librairie d'un vieil excentrique. Ouais, les livres doivent avoir plus de 50 ans. Où est-ce qu'on va trouver les réponses dans le manoir, dans les livres? C'est ce qu'on va voir, mais c'est un roman qui est rempli de références. Ça sent bon la littérature victorienne, il y a un côté gothique également. Ça parle d'amour des livres, ça parle d'enquête sur des écrivains morts, bref, tout ce que j'aime, jubilatoire. Est-ce que j'en profite pour vous parler d'un autre roman de l'auteur? Oui, j'en profite. Donc, Monsieur Dick ou le 10e livre du même auteur, Jean-Pierre Holl. Ici, Monsieur Dick, c'est Dickens. Dickens, mon amour. Comment je ne peux pas aimer un roman qui parle de Dickens? C'est impossible. Donc, on suit deux étudiants, encore une fois, qui font des recherches, mais à un siècle d'intervalle, sur le mystère d'Edwin Drood. Pour ceux qui ne savent pas, Edwin Drood, c'est un roman de Dickens qui a commencé, mais qui n'a pas terminé. Donc, on ne sait pas la fin. Bon, ok, on s'en doute, mais on ne le sait pas pour vrai. On sait dès le début, quand nous est introduit un certain Monsieur Dick, qu'il va arriver un drame. Donc, on a deux personnages qui font des recherches qui sont hyper différents. Il y en a un qui est super ambitieux, l'autre, lui, a de la difficulté à vivre dans la vraie vie et plus dans les livres. Il dit qu'il ne sera jamais le héros de sa propre vie. Ça parle de littérature victorienne. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que dans le roman, on visite plusieurs endroits que j'ai visités dans mon voyage en Angleterre, qui était un peu un pèlerinage sur les lieux de romans et des auteurs victoriens. Je sais, posons-nous pas de questions. C'est donc rempli d'énigmes et on retrouve un mystérieux libraire qui s'appelle Mr. Crooke. Est-ce que ça nous rappelle les souvenirs? C'est possible. Donc, c'était bien. Impossible de parler de livres à propos de livres sans parler de Jonathan Strange and Mr. Norrell, qui raconte la bataille incroyable de deux chercheurs qui veulent posséder toutes les connaissances et surtout tous les livres au sujet de la magie. C'est un énorme livre, c'est rempli de bas de page, il y a des scènes dont je me rappelle encore extrêmement bien que j'avais adoré. Est-ce qu'il y a des longueurs? Peut-être un peu. Est-ce qu'il y a des notes de bas de page qui durent 4 pages? Peut-être aussi. Mais ce qui est fou là-dedans, c'est qu'il parle d'une quantité de livres incroyables et que ce ne sont pas des livres qui existent, mais c'est référencé. J'ai trouvé ça virtuose. On est donc au début du 19e siècle en Angleterre. Ça se bat entre la France et l'Angleterre et leur bataille va prendre des proportions assez folles. Donc, c'est cette histoire-là. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais j'en ai entendu qui ont trouvé ça un peu long. Et je comprends. En fait, je comprends. Au bon roman va s'ouvrir par certaines disparitions, certains événements bizarres. Mais c'est pas de ça que ça parle, mais ça a un lien. Dans ce roman de Laurence Cossy qui date de 2009, on a deux amoureux des livres qui s'appellent Ivan et Francesca qui décident d'ouvrir la librairie parfaite selon eux, c'est-à-dire une librairie qui ne contiendrait que des chefs-d'œuvre. Mais qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Comment ils vont faire pour faire leur choix? Ils vont donc ouvrir leur librairie et ça va être un succès fou. Sauf que, bien entendu, ça ne plaira pas à tout le monde. Pas le succès, la façon de choisir les livres. Ce que j'aime dans ce roman-là, c'est que même si on comprend le parti pris de l'auteur, on est capable de réfléchir sur le sujet de qu'est-ce qu'un bon roman. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt le bon roman pour chaque lecteur? Mais ça, c'est peut-être ma réflexion à moi, je l'ai lu, ça fait plus de 10 ans. Il y a certes un petit côté élitiste, mais je trouve que pour la réflexion, c'est cool. Et il y a plein de titres de romans qui ont été notés là-dedans. Moi, j'avais noté un tas d'affaires. J'ai lu un tas d'affaires. Je ne les ai pas toutes aimées, mais quand même. Je vais également vous parler de La voleuse de livres. Malgré le titre, c'est pas juste un livre qui parle de livres. Je pense que tout le monde le connaît, hein? Mais je vous en parle quand même pour pas l'oublier parce que c'est un excellent livre et j'ai braillé ma vie. La narration est géniale. C'est raconté par la mort et elle a une voix très particulière. Ce qui est fou, c'est que la première fois que je l'ai lu, parce que oui, je l'ai lu plus d'une fois, la narration, j'ai pas trippé. Mais quand je l'ai relu, j'ai dit, oh, mais j'avais la tête où? C'était cool! Donc, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale, on est en Allemagne et on a une jeune fille qui va devoir passer à travers de tout ça.
Elle a un meilleur ami, il y a également quelqu'un qui est hébergé chez elle et c'est son histoire à elle à travers les années qu'on va voir. Et ce qu'elle a de particulier, cette jeune fille-là, c'est qu'il lui arrive de voler des livres. Son premier vol va être le début d'une grande histoire d'amour avec les livres et elle va essayer d'en voler un petit peu partout, que ce soit dans des maisons ou encore en sauver de certains autodafés nazis. Oui, ici, on parle du contenu des livres de la littérature, oui, mais la jeune fille, elle est tombée en amour avec la lecture, avec un guide pour creuser des tombes. Donc, c'était pas tant le contenu que le côté interdit, le côté prendre le pouvoir sur quelque chose, alors que du pouvoir, quand tu es un enfant en Allemagne, à cette époque-là, t'en as pas tant. Donc, j'ai aimé ça. Sauf que, en fait, si je vous en parle, c'est que j'ai aimé ça la plupart du temps. Fait que je me répète. Le prochain, je vous en parlerai pas tellement longtemps parce que tout le monde connaît, c'est 84 Charing Cross Road. Et quand je suis allée à Londres, j'ai tellement cherché cette adresse-là et je l'ai jamais trouvée de ma sainte vie. Tout le monde la trouve sauf moi, donc je suis extrêmement frue. Il va falloir que j'y retourne. Voilà. Ce livre-là, c'est en fait des correspondances entre une jeune américaine et un libraire anglais à la fin des années 40, donc on est juste après la guerre. L'Angleterre est encore dans un monde de privation et c'est pas nécessairement facile. Elle est collectionneuse, elle veut des livres rares et elle va les demander à cet homme qui s'appelle Frank Dole et va s'établir entre eux une correspondance qui est parfois un peu mercantile, mais souvent très très touchante. Donc c'est ce qu'on a dans cette histoire-là et sachant que c'est une histoire vraie, que c'est authentique, c'est autrement plus touchant. Un roman qui parle de livres que je ne croyais pas aimer, mais qui m'a étonnamment touchée, c'est L'histoire épatante de Monsieur Fikry et autres trésors de Gabriel Zevin. C'est un livre jeune adulte où il est question d'un libraire, Monsieur Fikry, qui aime les livres. Aime beaucoup les livres, mais certains livres surtout. Les gens pas tant. Celle qui aimait les gens, c'était son épouse est décédée, donc lui, il vit dans sa librairie. Sauf qu'un jour, il va voir sur le pas de sa porte un petit paquet, un bébé, qui est Maya, qui va grandir à travers les livres et découvrir également l'amour de la lecture. Donc, on va les voir évoluer sur plusieurs années. On va voir se développer leur relation, que ce soit entre eux ou avec les livres. C'est bourré de références, c'est bourré de titres de livres. Il y a aussi des citations qui m'ont beaucoup plu et j'ai aimé ça. En fait, c'est le seul dans ce genre de livre un peu feel-good qui se passe dans une librairie dont je me souviens. Les autres, je les mélange toutes. Au bout du monde, du bonheur retrouvé, des cœurs cassés. Les petites librairies d'un peu partout, là, je les mélange toutes. Mais celle-là, je m'en souviens, puis c'est une autrice que j'aime beaucoup, Gabrielle Zevin, et ce roman-là est hyper réussi. Un roman qui parle de livres et que j'avais adoré, c'est L'histoire de l'amour, History of Love de Nicole Krauss. Je l'ai lu il y a de nombreuses années, je m'en souviens encore. Quand on ouvre le livre, il semble avoir 3 histoires. Mais en fait, oui, mais en fait, non. Au départ, on se demande où ça s'en va, mais il faut s'accrocher parce que c'est super bien. Première histoire, on a une jeune fille qui s'appelle Alma et qui tient son nom d'un livre dans lequel toutes les jeunes filles s'appelaient Alma. Cette jeune fille-là tente de redonner le goût de vivre à sa mère qui ne va pas très bien depuis la mort de son frère et qui décide de baser ses recherches à partir du roman préféré de ses parents, c'est-à-dire l'histoire de l'amour. Deuxième histoire, on a Léo, qui est un juif polonais qui a survécu à l'Holocauste en devenant invisible et qui a perdu son premier amour. Et des années plus tard, il va décider d'écrire son histoire. On a également un autre personnage dont je ne me rappelle plus le nom, qui est en Amérique du Sud et qui, lui, a traduit un livre du yiddish à l'espagnol. On a donc l'histoire d'un livre qui va toucher énormément de personnes et qui va changer des vies. On a l'histoire de l'amour d'une fille pour sa mère, d'une fille pour sa sœur, d'un vieil homme qui a déjà été un jeune garçon qui aime une femme qui a déjà été une jeune fille. Ça me touche toujours. Ou encore d'un père pour son fils. La narration est intelligente, elle est originale, il y a plusieurs polices d'écriture aussi là-dedans. On est dans la fascination pour un livre, la quête de son auteur. C'est pas super long, mais sincèrement, ça vaut la peine d'être lu. Voulez-vous encore m'écouter? Il m'en reste quelques-uns. Celui-ci, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps. Est-ce pour ça que je m'en souviens encore ou est-ce parce que ça se passe en Iran? Puis ça, c'est beau en plus. On est à Téhéran dans les années 50 et on a une jeune fille qui s'appelle... Oh, je vais checker. Roya. Et Roya, ses parents, ils veulent qu'elle étudie, ils veulent qu'elle ait le meilleur destin possible. Elle fréquente une librairie, celle de Monsieur Fikry, et elle va faire la connaissance d'un jeune activiste qui est bien décidé à changer le monde. C'est bien entendu une histoire d'amour qui va naître entre les pages de recueils de grands poètes persans, mais également une exploration du climat politique de l'époque. Il va y avoir des rendez-vous clandestins de la résistance et les années vont passer et ça va être déchirant
et c'est beau. Ici, j'ai un essai dont je vais vous parler qui s'appelle « Lire Lolita à Téhéran » et c'est de Hazar Nafizi et ce sont les mémoires d'une jeune enseignante qui décide, malgré l'interdit, d'enseigner la littérature à un groupe de femmes en Iran. Le problème, c'est que les livres qu'elle veut leur faire étudier ne sont pas des livres iraniens, c'est occidental, donc interdit, et of course, ça la met en danger. Je suis très consciente que c'est le point de vue d'une personne, c'est-à-dire une femme qui a connu un mode de vie plus libre et qui a beaucoup de difficultés à accepter les restrictions qui sont imposées par le parti islamiste. Donc, si vous lisez ça, c'est ce point de vue-là que vous allez avoir. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant là-dedans, c'est qu'à travers les discussions littéraires, on voit se profiler et se préciser les silhouettes de femmes qui sont voilées mais qui sont là, qui sont différentes et qui sont surtout vivantes. J'ai été très touchée par leur histoire. C'est sûr qu'en tant qu'occidentale, ça fait réagir. Chacune connaît des gens qui ont été emprisonnés, exécutés, ils savent pas toujours pourquoi et la liberté est vraiment réduite. Je pense que ce qui m'a le plus touchée dans tout ça, c'était de voir le combat de ces femmes-là pour garder leur foi parce qu'elles y croient, parce que leur foi, elles la trouvent belle, alors qu'elles ont de la difficulté à appuyer le système. Ça donne envie de lire toutes sortes de trucs et j'avais vraiment apprécié. C'est pas quelque chose qui est récent, ça a été écrit en 2004 par contre. Donc, si vous le lisez, il faut savoir ça, que c'est pas les enjeux nécessairement d'aujourd'hui. Bon, Karine au montage vient de réaliser qu'il y avait toute une section de la vidéo où on n'entendait rien. Donc, Karine au montage s'est un peu forcée à s'habiller presque pareil pour faire semblant qu'elle ne s'est pas reprise, sauf qu'elle n'a pas les cheveux pareils. Puis comme elle a déjà tout dit, tout ça, peut-être qu'elle va avoir un petit peu moins d'enthousiasme. Mais allons-y quand même. Donc, dans les romans que mon micro a décidé d'effacer au montage, il y avait The Uncommon Reader de Alan Bennett qui a été traduit par La Reine des lectrices. C'est encore un roman qui parle de livres avec comme personnage principal une certaine reine d'Angleterre. Une certaine reine d'Angleterre qui ne lisait pas vraiment et un jour, il y a un genre de bibliobus qui apparaît en dehors du palais de Buckingham puis elle dit « Bon, ben, je vais prendre un livre, je vais encourager quelqu'un de mon peuple » et elle se prend à aimer lire. Elle va même s'engager quelqu'un pour la guider dans ses découvertes littéraires et cette personne-là, c'est un homme qui travaille aux cuisines, qui est gay et qui lui fait découvrir de la littérature que lui aime. Mais la reine, elle aime ça. Par contre, tous ceux qu'il y a autour d'elle n'apprécient pas autant. Si voyez-vous, elle est moins concentrée, cette pauvre reine. Elle a mis 2 fois la même boucle de ceinture dans un mois. Oh, sacrilège! Ça donne donc un tout assez cocasse, bon, pas pour rire aux éclats, mais quand même, c'est assez drôle, c'est assez caustique. On sent que l'auteur a voulu rendre un hommage à la fois à la littérature et à la reine d'Angleterre, ainsi qu'à son humour. Je vous en dirai pas davantage parce que c'est un très court roman, mais ouais, ça parle d'un livre différemment, c'est cool. Vous allez remarquer, hein, ça fait 1 semaine, mais ma voix est pas mieux. Ce virus, c'était l'enfer. J'ai jamais eu aussi mal à la gorge de toute ma sainte vie. Bref, passons. Le prochain roman, c'est à cause de lui que j'ai retourné toute la vidéo en fait, parce qu'il y en a plein d'intéressants, mais celui-là, il fallait que j'en parle quand il était question de livres qui parlent de livres. Et c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr. C'est le Goncourt de l'année dernière. Je suis pas souvent d'accord, mais cette fois-là, je trouve que le Goncourt a couronné un chef-d'œuvre. J'ai trouvé ça passionnant et magistral. Est-ce que c'est parce que c'est un livre qui parle de livres? Peut-être. C'est possible. On a donc un jeune auteur africain qui arrive à Paris et il va y découvrir un livre qui aurait été écrit en 1938 par un auteur qui est très mystérieux et dans son temps, on l'aurait qualifié de Rimbaud N. Notre jeune homme qui s'appelle Diegan va être fasciné par le roman ainsi que par l'histoire de son auteur, le très mystérieux T.C. Eliman. Là-dedans, on a tout un groupe de jeunes auteurs africains et ça parle non seulement de littérature, mais de littérature quand on est exilé. Ça parle de l'importance de la création. Est-ce qu'on a à choisir à un moment donné entre l'écriture et la vie? Ça parle de colonialisme, de la Shoah. On se balade en France, au Sénégal, en Argentine. C'est passionnant. J'ai adoré ce roman-là et je conseille pour les livres qui parlent de livres. Quand on parle de livres qui parlent de livres, il faut vraiment parler d'un de mes préférés d'enfance, c'est-à-dire la série Émilie de la Nouvelle Lune de Lucy Maud Montgomery. C'est elle qui a écrit Anne, mais moi, ma série préférée, c'est Émilie. C'est 3 tomes. D'ailleurs, il faudrait tellement que M. Toussaint Louverture les fasse dans les trop belles éditions. Moi, je serais vraiment preneuse. Donc, avec Émilie, on a encore une fois une jeune orpheline qui va être recueillie cette fois-ci par 2 de ses tantes, tante Laura et tante Élisabeth, une plus sévère, une qui est plus douce.
Oui, je sais, ça rappelle quand même le schéma. Ils sont là-dedans 4 amis d'enfance et on va les suivre jusqu'au début de l'âge adulte. Et ce qu'il y a de vraiment intéressant là-dedans, c'est que Emily, elle veut devenir écrivain, elle veut devenir poétesse. Et tout au long du roman, on assiste à ses premières œuvres, à ses tentatives pour écrire et elle va essayer de déterminer qui elle est en tant que femme et en tant qu'écrivaine aussi. Quelle est la place de l'écrivaine dans tout ça? Si vous connaissez l'écriture de Lou Simone Montgomery, c'est chou comme tout. On est vraiment au début du 20e siècle. Ça donne chaud au cœur et il y a un peu plus de passion que dans Anne. Il y a un truc plus... il y a un petit côté plus sombre dans Émilie quand même, un tout petit peu. Alors, cette série-là, si vous aimez Anne, lisez Émilie, c'est trippant. Ensuite, un autre chef-d'œuvre qui est 266 de Roberto Bolaño. Il est énorme, il y a 1379 pages. Okay? Mais en fait, c'est 4 livres dans un qui se répondent. Il y en a un qui est plus indépendant, qui est plus dur à lire d'ailleurs. C'est quelque chose. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant. Ce sont 4 universitaires qui sont passionnés et qui se retrouvent autour de l'œuvre d'un écrivain allemand qui est encore une fois très, très mystérieux. Ils vont partir sur ses traces et vont arriver au Mexique, c'est-à-dire tout près de la frontière mexicano-états-unienne, à Santa Teresa, qui est une ville où il y a énormément de violence et il y a un nombre incroyable de femmes qui sont assassinées et qui disparaissent. Il est impossible à qualifier ce roman-là. Est-ce que c'est un roman fantastique? C'est-tu historique? C'est-tu un récit de guerre? C'est-tu une énumération d'horreur? Parce que la 4e partie, c'est un peu ça. C'est-tu une recherche autour de la littérature? Mais c'est un peu tout ça, en fait. L'auteur est parti d'un fait divers, puis il a créé tout cet univers-là pour parler d'une civilisation qui a du mal, pour parler d'une culture qui se cherche et pour parler également du pouvoir de la littérature, comment ça peut fasciner. Donc, il faut avoir le goût, il faut avoir le temps. Il faut se dire que quand on lit d'une partie à l'autre, des fois, on cherche le lien, mais la dernière partie boucle le tout. J'ai adoré ce roman-là. Je le relirai peut-être pas, par exemple, parce qu'il y a une partie qui est vraiment difficile, mais c'est un livre qui parle de livre. Mais pas que. Un roman que je n'ai pas, mais qui parle de livres et en particulier de Romain Gary, c'est Un certain Monsieur Piccolini de François-Henri Désérable. J'avais aucune attente quand j'ai ouvert ce roman-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y avait 0 raison. Mais bref, le postulat de départ, c'est que dans La promesse de l'aube, avez-vous lu La promesse de l'aube? C'est bien. C'est un peu l'histoire de Romain Gary qui parle de sa relation avec sa mère qui le voyait sur un piédestal et qui était certaine qu'elle allait devenir un grand homme, et elle le disait à tout le monde. Donc c'est sûr que c'est dur d'accoter ça après. Bref, comme elle avait dit à tout le monde qu'il serait un grand, un habitant de l'immeuble lui avait dit « Quand tu seras célèbre, n'oublie pas de dire qu'au 16 de la rue Grande Pohulanka, à Villeneuve, habitait un certain monsieur Piccolini. » Et il décrit ce monsieur comme ayant l'air d'une souris triste. Ça, c'est dans La promesse de l'aube. Quand j'ai vu ça au début, j'ai dit « Bon, c'est-tu une énième biographie romancée de Romain Gary? » Oui, mais non. L'auteur ici invente une vie à ce monsieur Piccolini, mais il fait aussi également beaucoup de recherches pour le retracer. On a le jeu de l'auteur qui est très très gros là-dedans, pendant qu'il cherche sur ce monsieur-là et qu'il s'interroge sur la création, la littérature, la vie réelle, la vie fantasmée. Donc on a tout ça qui est exploré dans ça. Moi, ce qui m'avait vraiment plu, c'est que avec ce roman-là, ça nous amène à réfléchir à la vie de nos personnages de roman. Moi, c'est des choses que je fais vraiment souvent. Je m'imagine que les personnages ils chicanent là, dans mes étagères. Fait que je peux pas placer n'importe quel livre à côté les uns des autres parce que des fois, que ça serait l'enfer puis qu'ils seraient malheureux. Donc, ils ont une vraie vie dans ma tête. Et j'avais bien aimé retrouver cette réflexion-là. Bon, lui, il chicane pas avec ses bibliothèques, mais il y avait quand même un petit côté de ça dans le roman. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer ce roman-là. Mr. Pip de Lloyd Jones est un roman qui a à peu près 12-13 ans, je crois. Nous sommes sur une île du Pacifique où il y a la guerre et où le quotidien est extrêmement difficile. Il y a un seul blanc sur cette île-là, M. Watts, qui a décidé de raconter chapitre par chapitre l'histoire de grandes espérances à ses étudiants. Notre personnage principal, la jeune fille, s'appelle Mathilda, ce n'est pas innocent probablement, et ils vont tenter de s'échapper de leur quotidien qui est terrible pour passer dans le monde des histoires. Alors ça donne une folle envie de relire De grandes espérances, mais ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est qu'à partir de la littérature
de blanc au départ qui leur est proposé. Ça va leur donner le goût de raconter leur propre histoire, leur propre mythe, toute leur culture orale. Mais ils vont aussi réaliser que dans un monde qui est ravagé comme ça, rêver, avoir de l'imagination, ça peut devenir encore plus dangereux et c'est pas toujours évident. C'est un très court roman, moi ça m'a beaucoup plu. Puis comme je vous dis, quand il est question de Dickens, je pense que je suis bon public, mais pour moi c'est quand même pas resté quelque chose de didactique, c'est-à-dire un blanc qui montre la vie à des personnes noires. Du moins quand je l'ai lu à ce moment-là, je l'ai pas vu comme ça. Mais ça fait longtemps, il faudrait peut-être que je le relise. C'est un auteur qui vient de la Nouvelle-Zélande, je crois. Un autre roman qui parle de livres de façon un peu différente, c'est La Maison en papier de Carlos Maria Dominguez. Et c'est un roman qui est encore une fois très très court, donc je vous en parlerai pas tant que ça pour rien spoiler, mais ça s'ouvre sur un professeur d'université qui remplace une ancienne collègue qui est décédée, et un jour arrive sur son bureau un paquet qui vient d'Uruguay et qui renferme un livre dans un drôle d'état. Il va donc décider de partir à la recherche de celui qui a envoyé ce livre-là pour lui dire que la destinataire est décédée, mais aussi pour comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer. Il va donc commencer son enquête à travers ses voyages et il va découvrir la piste d'un collectionneur un peu fou pour qui les livres ont pris toute la place. Donc on a de fabuleuses descriptions de bibliothèques et d'ouvrages anciens. Ça nous donne aussi une réflexion sur l'obsession de la littérature, l'obsession de posséder des livres, où est-ce que ça peut mener. Bon, j'ai un petit bémol pour la fin de ce roman-là, parce qu'il reste quand même l'idée que les livres, la fiction, la littérature, ça peut être dangereux dans certaines circonstances. Et c'est un argument qui a tellement été utilisé pour brûler des livres dans le courant de l'histoire que j'ai toujours un petit peu de misère quand je vois apparaître cet argument-là, même s'il est juste soulevé. Je vous le propose parce que c'est différent, parce que c'est certain que je vais me rappeler de certaines images de ce roman-là qui sont très très fortes, mais vous allez savoir à quoi vous attendre. Dans La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, on retrouve encore une fois un homme qui va être fasciné par un livre parce que quand il l'ouvre, il découvre que c'est sa propre enfance qui est racontée à l'intérieur. Il va donc décider d'en savoir davantage et il va se retrouver dans un labyrinthe bibliothèque impressionnant. Sincèrement, là, ça fait rêver. Moi, je voudrais vivre là-dedans. C'est plein de tunnels, plein de raccourcis, plein de passages secrets, il y a des livres partout. C'est plein d'histoires qu'il faut protéger à leur restant dans un labyrinthe et voire même que là-dedans, il y aurait une mer sans étoiles. J'en parle parce que si sur le coup, je m'étais sentie extrêmement perdue dans ce roman-là, bizarrement, j'en garde des images extrêmement claires puis un souvenir extrêmement clair aussi. Donc, ça doit valoir la peine qu'on en parle. Par contre, il faut vraiment accepter de se laisser porter par cette histoire-là sans trop se poser de questions, sans trop se demander où ça s'en va, parce qu'on ne le sait pas tout de suite, puis il y a plein de réponses qu'on n'aura pas. Mais si vous avez envie de vous immerger dans une atmosphère complètement folle avec des livres, avec des histoires, ça peut le faire. Et le dernier qu'il y avait dans cette partie, c'était Mathilda, qui est un roman jeunesse pour les 8-11 ans, je dirais. Je ne tripe pas toujours sur les romans pour cette tranche d'âge-là, mais cette fois-là, ça a fonctionné et j'ai beaucoup ri. Mathilda, je pense que tout le monde la connaît, c'est Roald Dahl, et c'est l'histoire d'une petite fille qui est très intelligente, mais qui a des parents plus ou moins adéquats. Le papa est un gros arnaqueur, la maman, elle, ce qui l'intéresse, c'est le bingo et les séries télé, tandis que la petite poulette, elle découvre les classiques à 5 ans et elle adore. Elle est dans la classe de Mademoiselle Honey en anglais, je pense Mademoiselle Candy en français, qui adore son métier et qui se prend d'amitié pour la petite Mathilda, mais il y a un gros mais, c'est-à-dire la directrice de l'école qui déteste tous les enfants d'ailleurs, elle s'en sert pour lancer des poids la plupart du temps. Elle est totalement improbable, elle est d'une mauvaise foi épouvantable, puis elle incarne à peu près tout ce que l'école peut représenter de chiant. C'en est drôle. Moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Alors oui, c'est très manichéen comme truc, ok? Il faut s'attendre à ça. La petite Mathilda, elle n'est pas détestable et c'est vraiment un portrait assez grinçant de tous ces adultes-là qui ont oublié, qui ont déjà été des enfants. Puis il y a plein de livres là-dedans, fait que c'est cool. Pour terminer, deux petits graphiques, en fait, un gros et un petit. Le premier, c'est la bibliothèque de Cordoue dont je vous ai déjà parlé, alors que nous suivons un eunuque, une esclave et un voleur qui tentent de sauver des livres Et ça hurle dehors, là, c'est l'enfer. L'école est finie, hein? Oui, l'école est finie. C'est... Ouh! Donc, ils essaient de sauver les livres d'un autodafé à Cordoue. Je vais vous renvoyer à la vidéo. Mais regardez, il est vraiment beau. Et on a ce genre de planche-là, c'est hilarant. C'est super drôle. Et un petit manga qui est Magus of the Library, qui suit Shio, un jeune homme qui veut devenir bibliothécaire, c'est-à-dire quelqu'un qui prend soin des livres et qui est capable de les réparer. Il y a des épreuves pour tout ça, donc on va le suivre dans son apprentissage et dans sa quête. Là, vous vous dites qu'il en manque, je suis certaine.
Bien sûr, dans les romans de Dark Academia, comme The Secret History, comme dans If We Were Villains, il y a des livres. Ici, des tragédies grecques, ici Shakespeare. Mais comme j'en ai parlé full dans l'autre vidéo, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Même chose aussi pour L'ombre du vent et pour le 13e conte dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les romans gothiques, mais oui, il y a plein de livres là-dedans. C'était donc tout pour cette première partie de vidéo de livres qui parlent de livres et c'était éternel, en tout cas ça l'a été éternel à filmer, je sens que je vais devoir couper. Les 2 prochaines devraient arriver un jour. Comme je vous disais au début, si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un pouce ou à vous abonner. Vous pouvez aussi continuer à me suggérer des titres. Je m'excuse pour ma voix et sur ça, je vous dis à la prochaine et bye bye!